Nous avons donc le plaisir de recevoir parmi nous David Brie. Donc cet enregistrement il se fait à distance car comme plusieurs auteurs, David il n'avait pas la possibilité de venir sur le plateau en direct le samedi. Alors David, bonjour. Bonjour Laurent. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors écoutez, je vous propose que vous nous présentiez un peu déjà nous dire un petit mot sur votre parcours et après que vous nous présentiez peut-être un ou deux de vos ouvrages, en particulier ceux qui sont mis en avant cette année aux Imaginales. Hein. Avec plaisir. Donc, ouais, désolé de ne pas être en méga direct. Les Imaginales, c'est un festival qui est juste extraordinaire. Et c'est aussi un festival où il y a plein de choses qui se passent. Et nous, les auteurs, effectivement, on a des animations, on a des conférences, on a pas mal de trucs. Et là, c'est vrai que pas de chance, le créneau qui était disponible l'était pas pour moi. Mais la prochaine fois, on le fera en direct avec grand plaisir. Et je suis en direct de chez moi. Je suis David Brie, je suis auteur de fantasy. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu après. J'écris depuis super longtemps. J'ai commencé à écrire, j'étais plus gamin. Moi, je suis, et j'espère que je serai un énorme lecteur. J'ai toujours adoré lire. Et j'ai très vite aussi été frustré parce qu'en fait, j'avais envie soit de prolonger les histoires, soit de les changer, et aussi beaucoup d'y vivre. Et en fait, l'écriture est venue vraiment toute seule. Je sais pas, c'était vraiment très très naturel. Donc j'ai toujours écrit ma première nouvelle. J'avais 9-10 ans. C'était déjà une nouvelle dans le monde de l'imaginaire, dans la littérature de l'imaginaire. Enfin, bon, c'était pas la littérature, mais en tout cas c'était de l'imaginaire. Et mon premier roman, je l'ai écrit, j'étais en 5e. Je m'en souviens encore. Là, ouais. Alors moi j'ai toujours adoré ça. Après j'ai écrit un peu de théâtre. J'ai fait du théâtre au lycée. Du coup j'écrivais des pièces qu'on jouait au lycée. C'était assez génial. C'est vraiment des super souvenirs. Et puis ensuite, comme beaucoup d'autres auteurs français, même d'autres pays, j'ai écrit pour le jeu de rôle. J'ai adoré le jeu de rôle, j'adore toujours le jeu de rôle. Et du coup, j'écrivais les scénarios. Et puis ensuite, je réécrivais ça pour ma bande de joueurs qui sont des amis extrêmement proches. Et c'est comme ça que je suis arrivé à être édité, un peu par hasard en fait. C'est une campagne qui a duré 10 ans, une campagne de jeu de rôle que je menais qui a duré 10 ans. Et puis quand c'est terminé, on était tous un petit peu tristes que ça se termine. Et du coup, pour les joueurs, j'ai tout réécrit et j'ai fait imprimer sur Internet. Bon, c'était il y a vraiment longtemps. Et du coup, j'avais des pavés mais comme ça. Et je me suis dit, je l'ai écrit pour mes potes. J'ai toujours rêvé d'être écrivain. Je l'ai envoyé. Et en fait, j'ai eu un peu de chance. Et en fait, il a tout de suite été accepté, ce roman. Donc c'était mon premier roman. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et depuis, j'ai pas arrêté d'écrire. De toute façon, je n'ai jamais vraiment arrêté d'écrire. Donc là, j'écris dans différents genres de l'imaginaire, de la fantasy, j'en ai parlé. J'ai fait aussi un roman d'anticipation qui s'appelle 2087, du fantastique, avec un autre roman qui s'appelle La princesse au visage de nuit. Donc voilà, moi, ce que j'aime, déjà, j'adore écrire, enfin, heureusement d'ailleurs, mais ce que j'aime, c'est explorer des nouvelles histoires, des nouveaux personnages, des nouveaux pays, des nouvelles façons aussi de raconter. C'est vraiment ce que j'adore. Sur les romans, j'ai parlé de deux parmi les derniers. J'ai commencé par Que passe l'hiver, qui est pas mon dernier, qui est mon avant-dernier. Que passe l'hiver, pourquoi j'en parle? Parce que c'est le roman qui a fait que j'étais coup de cœur des Imaginales en 2019. C'est un roman qui a beaucoup plu aux Imaginales et je les remercie notamment Stéphanie Nico. C'est un roman de fantasy qui se passe dans un monde qui s'appelle La Clairière et c'est un roman où il neige du début jusqu'à la fin. J'aime beaucoup l'hiver, j'aime beaucoup la neige. Et la neige, de la première page à la dernière page, il neige tout le temps. Et c'est un roman, je sais pas le pitcher, mais c'est un roman où la mort rôde et c'est un héros qui est handicapé, qui a un pied beau, qui va devoir s'opposer à son père, qui va devoir s'opposer aux événements, qui va devoir comprendre ce qui se passe dans son monde, qui est un monde, on sent bien qu'il est en train de mourir. Il va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tous ces gens meurent autour de lui et qu'est-ce qui peut se passer. C'est un roman que j'ai adoré écrire, qui m'a beaucoup touché, qui me touche toujours beaucoup. Cette histoire me touche, les héros me touchent, le héros principal me touche, mais tous. Donc ça, c'est Que passe l'hiver. Et mon dernier roman,
c'est La princesse au visage de nuit. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. La princesse au visage de nuit. Alors c'est un roman qui a lui aussi été remarqué par les Imaginales et je les en remercie une fois de plus. Il a été nominé au prix Imaginal des bibliothécaires. Et là, cette année, il est nominé au prix Imaginal des lycéens. C'est un roman qui a été nominé à plusieurs prix. Il a été nominé au PLIB. Il est dans les 5 derniers finalistes avec quatre romans super. Et on aura justement les résultats. Je pense que quand la vidéo passera, on aura quasiment le résultat, savoir qui a gagné entre les 5. Il y a, je vais juste les nommer vite fait parce que c'est génial d'être dans les 5 dans le clip. Il y a Pascaline Nolo avec Rouge. Il y a E.S. Green avec, et j'ai oublié le titre, Steve Saylor. Il y a Éléonore de Villepoix avec La ville sans vent. Et le dernier va me détester, je ne sais plus qui est. Rocaille, Pauline Cidre avec Rocaille. Donc c'est les 5 romans du PLIB 2021. Je fais une digression terrible, je suis désolé, mais je suis très bavard. Et, alors, quand la vidéo passera, on saura déjà celui qui aura reçu le prix. Ouais, d'accord. Okay. On se rend entre 13 et 16 heures samedi. C'est un suspense horrible. Je le dis aux organisateurs du PLIB, c'est horrible. c'est un super truc, c'est vraiment très chouette. On vous souhaite le meilleur. Hein. C'est gentil, mais après, c'est très gentil, merci beaucoup. Après, être dans les 5, c'est déjà génial. C'est vraiment une super aventure. Le PLIB, moi, je suis très touché, très heureux. C'est top. Donc, La princesse au visage de nuit, c'est un roman, pour le coup, c'est une sorte de polar fantastique. Enfin, c'est un polar et c'est du fantastique. Ça se passe de nos jours. Ça se passe dans un coin qui ressemblerait beaucoup à chez moi, dans une vallée, avec une forêt. Et c'est l'histoire c'est 2 histoires en parallèle. C'est l'histoire d'enfants qui sont maltraités par leurs parents et qui vont dans la forêt à la recherche de la princesse au visage de nuit. C'est une légende qui dit que cette princesse aide les enfants suffisamment malheureux pour essayer de la trouver. Et on va suivre ces enfants. Et en même temps, on suit l'un d'eux qui, 20 ans plus tard, a survécu à la forêt, ce qui n'est pas le cas de ses amis. On l'apprend tout de suite. Hein. Je spoil pas le truc. 20 ans plus tard, revient dans le village de son enfance, dans ce fameux village qui est un peu derrière par là-bas, qui va essayer de comprendre pourquoi ses parents sont morts et surtout qu'est-ce qui s'est passé 20 ans auparavant quand il était enfant dans la forêt de la princesse. C'est un roman qui parle de maltraitance, mais c'est surtout un roman qui parle qui pose cette question qui est fondamentale, c'est est-ce qu'on peut être heureux ou devenir heureux quand on a eu une enfance compliquée. Et sachant qu'une enfance compliquée, ça peut être évidemment des choses terrifiantes, mais je crois que les blessures d'enfants, elles sont toujours profondes, même qu'elles soient plus ou moins graves, elles sont toujours profondes. Et la question de ce roman, c'est est-ce qu'avec des blessures, on peut grandir et être heureux. Donc, c'est un roman bon, après, je suis comme tout le monde, ça m'a beaucoup touché aussi de l'écrire, c'est un roman avec des sujets un peu lourds. Ça reste de l'imaginaire, c'est du fantastique. Voilà, donc je suis très heureux qu'il ait été apprécié par différents jurys. Dans vos romans, vous traitez quand même aussi justement des sujets assez difficiles, en fait, assez durs, parce que je lis aussi par rapport au garçon et la ville qui ne souriait plus. Je lui aussi explore aussi justement des thématiques relatives aussi à la discrimination ou à l'homosexualité, par exemple. Et du coup, vous essayez en fait par le biais de l'écrit aussi de passer des messages ou... Ah oui, complètement. Complètement. Il y a 2 choses. Je crois que j'aime bien tout ce qui est un peu à la marge. J'aime bien ce qui est hors norme. J'ai très peur des choses qui me ressemblent ou que je connais bien. Moi, j'aime bien découvrir. Et j'aime pas les super-héros. C'est pas vrai, en fait. J'adore lire des trucs super-héros. Écrire sur quelqu'un qui serait extrêmement fort, quelqu'un qui est sûr de lui, fort, balèze, etc., qui va tout déchirer. Déjà, moi, ça m'intéresse pas parce que j'arrive pas à me projeter. Moi, je suis pas super fort. Moi, j'ai des failles comme tout le monde. Et c'est évidemment bien plus intéressant d'écrire, de suivre une histoire de quelqu'un qui va devoir lutter, apprendre, se dépasser. C'est surtout ça, se dépasser. Que quelqu'un qui va tout réussir facilement. Il n'y a pas de courage quand tout est facile. Il n'y a pas de courage à réussir. Quand tout est difficile, il faut un courage immense. Et moi, c'est ça ce que j'aime comme héros. Effectivement, ensuite sur les thèmes que j'aborde, que ce soit
comment devenir adulte et qu'est-ce qu'on laisse derrière soi dans Que passe l'hiver, que ce soit la différence et le droit à la différence avec le garçon la vie qui ne souriait plus, que ce soit ses blessures d'enfance. Oui, c'est des choses que je raconte. Et oui, il y a de l'engagement derrière. On en parlait avec Charlotte Bousquet, j'ai fait une conférence avec elle la semaine dernière sur pourquoi est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on met de nos engagements. Et je crois que on ne peut pas écrire, on ne peut pas toucher le lecteur si on n'est pas honnête nous-mêmes dans ce qu'on raconte. Et donc évidemment, ce sont des sujets qui sont importants pour moi. Le droit à la différence, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Que passe l'hiver, le garçon en parle. C'est est-ce qu'on doit tous être pareils? Moi, je ne crois pas, et surtout que la différence, la différence des autres m'enrichit. J'ai tendance à croire, et je veux croire, que c'est le cas de quasiment tout le monde. On est forcément enrichi par l'autre, et encore plus quand il est différent. Et on est après, je suis pas encore un auteur mort, donc du coup je vis dans notre monde. Et bien que la société elle se crispe un peu. On le voit bien avec les partis politiques, avec certaines personnalités qui prônent le fait qu'on se referme sur nous. Alors, après, c'est mon idée à moi, et de dire que je trouve ça vraiment extrêmement dommage, dangereux même. Voilà, donc j'essaye de dire ouvrons-nous au contraire à l'autre. L'autre, c'est un moyen extraordinaire de s'ouvrir, de comprendre l'autre, aussi de se comprendre soi. Et je suis vraiment convaincu qu'il faut accueillir l'autre. Donc effectivement, je suis engagé de cette manière-là, et j'en parle avec mon honnêteté, avec mes idées. Alors je donne pas de leçons, hein, je déteste ça, je déteste qu'on m'en donne. Par contre, j'adore qu'on m'apprenne des choses et puis qu'on partage des points de vue. Du coup, c'est ce que je fais. J'essaie de partager mon point de vue et puis de faire réfléchir à ma manière. Et puis le livre sert aussi à ça, justement, à s'ouvrir aux opinions des autres et à s'ouvrir au monde et à la différence. Ah ben complètement. C'est chaque livre qu'on lit, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle histoire, c'est des nouvelles personnes. On les accompagne pendant des pages et des pages. On essaie de comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent, ce qu'ils vivent, etc. Mais c'est exactement ça. Et c'est la lecture, c'est vraiment exactement ça. C'est s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir au personnage que l'on va suivre. Oui, c'est aussi pour ça que c'est extraordinaire. Alors, je voyais aussi dans vos interventions aux Imaginales que vous intervenez donc aussi le 16 octobre autour de la conférence Acte Dieu, propos discriminants, stéréotypes sexués. L'écrivain a-t-il une responsabilité vis-à-vis de ses lecteurs? Alors, il se trouve qu'on a également interrogé un des intervenants de cette conférence, Lionel Davoust, en avance. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur ce que vous souhaitiez dire à l'occasion de cette table ronde, justement par rapport à la responsabilité d'un auteur vis-à-vis de ses lecteurs? Donc, on a commencé, vous l'avez un peu évoqué avant, mais peut-être juste le développer un tout petit peu pendant 5 minutes, un peu votre Oui, bien sûr. Je pense qu'en effet, on a une responsabilité dans le sens où les choses existent. Enfin, les choses n'existent pas si on n'en parle pas. Les choses restent cachées si on ne veut pas les voir. Et il faut les aider à exister, à avoir une place quand elles l'ont pas, parce que la société se transforme. Les gens se transforment. Et si on ne parle pas de ces transformations, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas de place aux gens. Il y a 30, 40 ou 50 ans, aux États-Unis, par exemple, c'était les mariages interraciaux, même en France, hein, c'est aussi ce truc-là. Et du coup, si on n'en parle pas, si on le met sous le tapis, du coup, les gens qui sont dans cette situation-là n'ont pas de représentation déjà, mais les autres non plus n'en ont pas. Si on imagine notre société, et on l'imagine toujours au travers de la culture, hein, c'est évidemment, on l'imagine au travers de notre vie quotidienne, mais après, c'est les livres, c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est tous ces arts qui nous donnent aussi des représentations, qui nous renvoient à des représentations. Si dans toutes ces représentations, on ne laisse pas de place à de nouvelles représentations, parce que la société se transforme évidemment, et c'est heureux, du coup, on ne dit pas aux gens qu'elles existent. Et si on ne dit pas aux gens qu'elles existent, les gens, quand ils les voient, ils vont dire « ce n'est pas normal ». Et moi, je suis convaincu qu'il faut accompagner ces changements, accompagner ces nouvelles façons d'être. C'est même pas nouveau d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, je crois qu'on a besoin
quand on vit ces différences, mais aussi la société, on a besoin que ça soit plus visible. Et moi, je crois que c'est heureux. Du coup, notre responsabilité, nous, en tant que participants à la culture, hein, on apporte tous notre petite pierre, c'est quand on est, parce qu'il faut garder notre honnêteté, c'est quand on est touché par tout ça, quand on est plus, je vais dire, concerné. C'est pas forcément personnellement, je veux dire, il faut faire exister ces différentes manières d'être, parce qu'elles sont là, tout simplement. Et que ce qu'on écrit, ça a un impact, c'est que si dans mes bouquins, j'écrivais que des histoires de super-héros mâles blancs. Alors, je vais prendre un archétype en plus qui est très décrit aujourd'hui, mais après c'est celui qui me semble le plus. Et si je parlais que de ça, je ne laisse pas de place à ce qui est différent de ça. Et du coup, si on fait tout ça, ça veut dire que les gens, quand ils vont lire, ils vont se dire, en fait, le monde, quel qu'il soit, que ce soit un monde de fantasy, de science-fiction, de préhistoire, c'est un monde où on est super fort et c'est que des hommes avec des femmes, etc. En fait, le monde, il n'est pas comme ça. Le monde, il est bien plus riche que ça. Et du coup, c'est à nous, en tant qu'auteurs, de laisser de la place à toutes ces différences. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, enfin, à mon sens. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus que ça soit un catalogue à chaque fois. Parce que là, du coup, ça devient de l'exposition, ça devient... on est là pour raconter des histoires. Par contre, il faut, dans ces histoires, accueillir le monde tel qu'il est, tel qu'on le voit, avec toutes ces différences. Et je crois que oui, il y a une responsabilité parce que derrière, il y a des gens qui peuvent souffrir, il y a des gens qui peuvent se sentir un peu à la marge, et puis il y a des gens à qui il faut qu'on dise, regardez, ça existe, lisez ces histoires, voyez ces gens dans ces histoires, et apprenez à les connaître. Et ça rejoint effectivement un peu ce que je disais avant au sujet du garçon, hein, c'est le droit à la différence. Enfin, c'est juste fondamental, vraiment fondamental. Je crois que s'il y a un truc, alors la liberté, moi je suis très très attaché à la liberté, mais ce droit à la différence, c'est quelque chose qui est tout aussi ancré, en tout cas dans mes convictions. Et vos ouvrages, en fait, ils s'adressent à quel public? Je veux dire, est-ce que c'est des lecteurs justement parce que vous parlez beaucoup dans vos romans de la jeunesse, mais est-ce qu'ils sont accessibles pour un public jeune ou adolescent? Ou alors c'est quand même plutôt un public adulte? Un peu de tout. Alors j'en ai pas parlé, mais je suis en train de sortir aux éditions Nathan une série qui s'appelle Les Héritiers de Brizen. Là pour le coup c'est du 9-12, 9-12 ans. C'est une histoire d'amitié avec aussi un tout petit peu parce qu'on se change pas trop, une histoire de différence. C'est surtout une histoire d'aventure et d'amitié. Donc ça c'est du coup c'est très jeunesse. Le garçon et la vie qui ne souriait plus, lui il peut se lire, je pense dès la classe de 5e, 4e. Je trouve que c'est le collège, les années collège sont des années très compliquées. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de violence, pas que physique d'ailleurs. Je pense surtout à la violence entre les enfants, sur le rejet, sur la différence. C'est quelque chose que, en plus moi j'ai des garçons qui vont bientôt arriver au collège et je vois autour de moi, c'est des choses qui nous travaillent nous en tant que parents. Puis on l'a tous vécu. Moi, dès que, j'imagine que c'est pareil pour beaucoup de monde. Dès qu'on parle du collège, on fait oh mon Dieu le collège. Voilà, c'est compliqué. Donc le garçon, c'est pile dans apprendre à accueillir l'autre avec ses différences. Donc ça, c'est plus collège. Et les autres, que ce soit Que passe l'hiver, La princesse, c'est des moments où ils peuvent se lire. Moi, j'ai tendance à dire à partir du lycée, pas avant. Avant, c'est un peu juste, un peu trop juste parce que La princesse, ce sont des thèmes très durs. Je l'évoquais tout à l'heure. Ça parle de maltraitance, différents types de maltraitance. Je pense qu'il faut être un peu plus grand, au moins au lycée pour lire ça, même si c'est pas du tout. J'ai voulu être très pudique. Hein. La princesse, c'est pas un roman d'horreur. C'est pas un roman où j'expose les choses. Je suis plus à l'aise avec la pudeur. Il n'empêche que les choses, elles existent, même quand on les laisse deviner. Donc La princesse, du coup, c'est un peu compliqué. Que passe l'hiver, c'est très triste, même si c'est pas que triste. C'est un roman qui véhicule beaucoup de tristesse. C'est un roman où le héros est vraiment malmené. Du coup, pareil, je pense qu'à partir du lycée, c'est bien. Avant, ça me semble un peu compliqué, sauf évidemment pour des très bons lecteurs. Mais voilà, grosso modo. Est-ce que vous intervenez un peu dans des classes ou en médiathèque, par exemple, pour faire un peu de médiation, par exemple, ou pour expliquer vos ouvrages, de justement l'aspect un peu discrimination et acceptation de la différence? Est-ce que vous le prévoyez?
Vous avez déjà présenté parfois en classe? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, alors j'interviens des fois en école élémentaire avec les héritiers de Brizen, du coup ma série chez Nathan. Alors là, on parle plus de littérature, d'aventure, ce que c'est qu'être écrivain. Et j'interviens, oui, alors pas mal en collège avec le garçon la vie qui ne souriait plus, parce que, enfin, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la tranche d'âge qui est très très concernée par ça. Au lycée, on voit bien que ça se détend. Au lycée, on accepte l'autre. Au lycée, c'est même des fois plutôt bien d'être différent. Au collège, c'est pas le cas. Et du coup, il y a un vrai travail à faire autour de l'acceptation de l'autre, de la différence. Et du coup, ouais, j'interviens beaucoup au collège là-dessus, où on parle à la fois du garçon. Et ce que j'essaye de faire, c'est super intéressant. Les élèves, moi, à chaque fois, vraiment, je suis impressionné parce qu'ils ont une faculté à s'emparer des sujets. Et du coup, ce qu'on travaille, c'est à travailler une histoire, que chacun travaille une histoire qui parlera de l'autre, de tolérance, mais qui la mette dans son collège. C'est toujours hyper intéressant. C'est vraiment top, 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 top. J'ai souvenir notamment ça m'avait frappé parce que on a l'image du petit mec de 13-14 ans, un peu macho, un peu pas dans les sentiments. Et dans l'un des collèges où je suis intervenu, il y avait quatre petits mecs qui devaient travailler sur une histoire. Et ils ont fait une histoire d'amour à la Roméo et Juliette. Et c'était juste, enfin vraiment, je trouvais ça hyper, c'était beau, c'était touchant, c'était méga chouette. Donc voilà, une fois de plus, pétons les stéréotypes, quoi. Ça, il Je faut. suis d'accord. Et ensuite, ouais, je travaille aussi souvent. La princesse sera plus des ateliers d'écriture en lycée et aussi en médiathèque. Donc, ouais, il y a plein de travaux différents à faire, plein de choses à échanger, à discuter au sujet de mes livres, mais pas que, bien heureusement. Je parle aussi des livres des autres, heureusement. Et donc oui, donc aux Imaginales, vous allez donc participer hein, donc à une table ronde aussi, donc le 14 octobre, sur Mm. comment s'adresser aux jeunes lecteurs. Ouais, tout à fait, ouais. Donc vraiment, merci beaucoup David pour tout, pour avoir pris le temps, même à distance, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez nous rappeler alors rapidement vos livres que vous présentez, ceux qui vont sortir, ceux qui va... Ouais, alors les principaux que j'ai présentés aux Imaginales, donc il y a Que passe l'hiver, qui est ressorti au format poche aux éditions Pocket. Il y aura aussi les grands formats. Il y a Le garçon et la ville qui ne souriait plus, que je vais présenter. Et il y a La princesse au visage de nuit, qui est nominée cette année au prix Imaginal des lycéens. Et je vais aussi présenter, justement, vous en parliez à l'instant pour la partie jeunesse, Les héritiers de Brizen, le tome 1 et le tome 2, aux éditions Nathan. Et puis surtout, je vais avoir un grand plaisir à discuter avec les lecteurs qui voudront bien venir me voir. Voilà, les Imaginales, c'est un festival, c'est hyper chaleureux. Enfin, je crois que c'est pour ça qu'on l'aime tous. Il y a une sorte de facilité à discuter, à rencontrer les gens. Et vraiment, c'est un grand moment d'amour de la littérature, d'amour de l'imaginaire. Enfin, c'est génial. Donc, ouais, donc n'hésitez pas à venir me voir. Je suis toujours. Ce sera avec plaisir qu'on vous saluera. Ah, voilà, merci beaucoup David. Et Merci beaucoup, Laurent. profitez bien des Imaginales. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci.